Okay. So nice to be here again. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui et cette semaine, nous allons aborder le thème du paradoxe du romancier. Comme vous vous en souvenez sans doute, le titre de cette série de conférences est « Le paradoxe du romancier ». Donc, d'une certaine manière, là, nous plongeons au cœur de ce thème. Nous allons étudier, identifier et quelque chose que nous allons approfondir au cours des 3e et 4e semaines. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la manière dont commence un roman. Nous avons parlé de la première feuille de l'arbre du roman, cette graine initiale qu'écrivains et lecteurs ont toujours aimé étudier et que William Faulkner appelait une image, une idée, un souvenir. Nous avons également noté que tous les écrivains se souviennent et chérissent tant le moment où cette première graine prend corps dans leur imagination et de la manière dont elle évolue au fil du temps. Et nous savons que tous, ils savent à quel moment cette idée s'est matérialisée dans leur imagination. L'écriture d'un roman puissant et prometteur commence sans aucun doute par une première feuille qui donne une description détaillée, vivante et riche de l'œuvre. Mais il reste encore un très long chemin à parcourir avant de pouvoir achever ce roman généreux, riche et complexe que tout auteur aspire à écrire. Je dois avouer que mon souhait est que ces conférences prendront le ton d'une conversation avec des romanciers qui s'apprêtent à écrire des romans profonds et complexes et dont l'esprit s'emplit de feuilles et d'idées pour ces romans. Mon objectif est de vous proposer une réflexion à voix haute sur la manière d'écrire ce roman puissant, rempli de complexité, qui s'approche de la perfection d'œuvres que nous devons à d'immenses auteurs tels que Tolstoï, Mann, Virginia Woolf. J'ai déjà évoqué certains d'entre eux, je parlerai des autres très bientôt. Je vous ai dit Tolstoï, Mann, Virginia Woolf. Là, je suis très subjectif car ce sont mes héros. Et je vais évidemment vous parler de mes héros pour illustrer mon propos. Et je vais évidemment émailler cela d'anecdotes que j'ai trouvées dans leur biographie. Bon, il semblerait qu'il y ait un petit problème. L'anglais, français et français, anglais. Donc voilà. Alors, les interprètes vous demandent si vous les entendez. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous entendez les interprètes? Merci de lever la main. Merci, c'est super sympa. Eh bien, nous revoilà repartis. On recommence. I am an archivist. Je suis archiviste de formation et je vous parlerai du travail d'archiviste et du souhait du romancier d'archiver, de classer tous les détails de sa vie, du quotidien. C'est un sujet dont je vais parler d'ailleurs aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la manière dont commence un roman, de la première feuille de l'arbre du roman, de cette graine initiale qu'écrivains et lecteurs ont toujours aimé étudier et que Faulkner appelait une image, une idée, un souvenir. Nous avons également noté que tous les écrivains se souviennent et chérissent tant le moment où cette première feuille prend corps dans leur imagination et son évolution au fil du temps. Un roman puissant et prometteur commence sans aucun doute par un premier feuillet qui donne une description détaillée, vivante et riche de l'œuvre. Mais il reste encore un très long chemin à parcourir avant de pouvoir achever ce roman généreux, riche et complexe que tout auteur aspire à écrire. Je dois avouer que mon souhait est que ces conférences prennent le ton d'une conversation avec des romanciers qui s'apprêtent à écrire des romans profonds, complexes, et dont l'esprit se remplit de feuilles et d'idées pour ces romans.
Mon objectif est de vous proposer une réflexion à voix haute sur la manière d'écrire un roman puissant, rempli de complexité, qui s'approche de la perfection des œuvres que nous devons à d'immenses auteurs tels que Tolstoï, Thomas Mann, Virginia Woolf. J'ai déjà évoqué certains d'entre eux, je parlerai des autres très bientôt. Faulkner nous rappelle que la première graine, ce n'est pas seulement une image, mais c'est aussi une idée. Nous avons fait le lien entre cette remarque et les très nombreuses Madame Bovary inconsolables qui existent à travers le monde et dont les histoires d'infidélité conjugale varient en fonction des normes culturelles de chaque pays. La relation entre ces deux éléments cruciaux, la première image et la première idée, n'est pas seulement le sujet de notre cours d'aujourd'hui, c'est également le thème qui est à la base de cette série de 4 conférences. La première image et la première idée, soit la tension entre l'image et l'idée dans l'esprit du romancier, qui nous renvoie au paradoxe le plus profond qui caractérise l'art du roman. C'est ce que nous pouvons appeler le paradoxe du romancier. Si un romancier tentait d'écrire un roman en se basant uniquement sur une idée, son livre perdrait rapidement cet élément de plausibilité qui s'enracine en fait dans l'expérience vécue. En effet, ce qui rend un roman lisible, c'est la vérité des détails, tirée directement de la vie. Cela explique également pourquoi lorsqu'un lecteur bienveillant tombe sur un passage particulièrement émouvant dans un livre, il se demande inévitablement quelle est la part de ce qu'il lit qui provient de sa propre expérience, de son propre vécu, et quelle est la part qui est inventée par l'auteur. Si un romancier essaye au contraire d'écrire un roman en se basant simplement sur une image, c'est-à-dire sur des expériences authentiques, crédibles, imaginées de manière lucide, véritablement vécues, son roman va manquer de cohésion, va manquer d'intrigue, va manquer de sens. Parce qu'en fait, la vie n'a aucun sens, si ce n'est le sens qu'on lui donne en la vivant. En fait, dès qu'un romancier commence à ressentir l'absence de ce que nous appelons l'idée, il va avoir du mal à trouver les feuilles, des feuilles aussi puissantes, aussi vibrantes, aussi colorées, aussi magnifiques que les quelques premières feuilles qu'il a couchées sur le papier. En résumé, lorsqu'un romancier s'obstine à écrire comme si son œuvre était un beau tableau, imaginé à partir de choses qu'il a vues de ses propres yeux, de choses qu'il a vécues, sa création va tomber à plat parce qu'il n'y aura pas d'idée et il y aura un problème du point de vue de la structure et de la composition. C'est généralement le cas pour les romans fondés simplement sur des éléments autobiographiques. Et quand j'enseigne, et que j'enseigne, à chaque fois on me demande des exemples. Donc je vous donne l'exemple autobiographie. Quant aux romans qui se nourrissent uniquement d'une idée, de l'exemple de romans qui l'ont précédé, ou d'une énergie politique, la plupart finiront par donner un trop fort sentiment de roman éducatif. Ils seront trop didactiques et entraîneront un sentiment de déception chez le lecteur. Nous pourrions en conclure que le romancier doit être en mesure de trouver une solution à ce dilemme en tirant parti de 2 sources, l'image et l'idée, mais dans une mesure égale. Ma propre expérience de romancier me fait dire que cela n'est possible que si l'auteur peut, d'une manière ou d'une autre, se représenter l'ensemble du roman, chaque feuille, chaque branche, ainsi que le tronc, en une seule fois. Mais les romans, en particulier les romans littéraires riches, complexes, qui sont notre ambition dans le cadre de ce cycle de conférences, c'est ce que l'on essaye d'écrire, ce sont des créations dont l'écriture exige du temps. Ils sont composés à partir du constant va-et-vient entre images et idées qui s'opèrent dans l'esprit de l'auteur et des contradictions que ce va-et-vient suscite immanquablement.
Une exception extraordinaire à ce que je viens d'évoquer, et là, j'introduis quelque chose qui ne colle pas avec ma théorie, hein, mais cette exception extraordinaire à ce que je viens d'évoquer, à savoir que pour moi, la création d'un grand roman résulte d'un long processus impliquant de multiples réécritures, c'est La Chartreuse de Parme de Stendhal. Comme de nombreux biographes aiment à le répéter, et comme les lecteurs intéressés par les anecdotes de l'histoire du roman le savent déjà, Stendhal a écrit La Chartreuse de Parme en exactement 52 jours, du 4 novembre au 26 décembre en 1838. De nombreux autres auteurs influencés par ce roman et se disant que c'était un bon exemple à suivre, des auteurs allant de Balzac, qui a d'ailleurs écrit un très long essai sur le roman de Stendhal, à Tolstoï et Henry James, voire même jusqu'à moi, ont dû se demander avec beaucoup d'envie comment Stendhal, comment leurs collègues, avaient réussi à écrire une telle somme en 500 pages quand même, en si peu de temps. Alors peut-être ne nous a-t-il pas dit toute la vérité. Mais la seule explication que je puisse trouver, c'est simplement le talent extraordinaire de cet écrivain et qui a dû vivre un moment de grâce qui a permis un tel miracle. Pour autant, aucune de ces explications ne remet en cause le raisonnement que je tiens jusqu'à présent. Et l'expérience de Stendhal écrivant ce roman en 52 jours ne contredit absolument pas ma théorie. C'est ce que Hegel aurait appelé une contingence, cela existe sans nécessité. Bon, je reviens à mon raisonnement. Le paradoxe du romancier, comme je l'appelle, c'est l'impossibilité de visualiser ou d'écrire d'une seule traite, d'écrire à la fois l'idée et l'image avec la même force, tout en conservant le bon équilibre entre l'idée et l'image tout au long des 10 000 feuilles qui vont composer votre arbre de roman. Cela est principalement dû aux limites inhérentes de la mémoire humaine et de l'imagination humaine. Plus un romancier s'efforce d'utiliser des idées pour façonner son roman et ajoute des feuilles, plus il aura l'impression que son roman n'a pas la vérité d'une image. Inversement, plus il écrira des phrases qui se lisent comme une image, plus il aura le sentiment que son roman manque de structure, manque quelque chose comme des idées. Et enfin, en fin de compte, il est impossible d'imaginer dès le départ un roman et toutes ses feuilles qui soient à la fois comme une image et comme une idée. Nous allons donc maintenant aborder le sujet du roman et de la mémoire. Avant d'approfondir ce sujet que j'affectionne particulièrement, permettez-moi de vous poser une question. Et je vous pose une question et je le fais quelquefois à l'Université de Columbia. Je dis, essayez de penser à un roman que vous avez lu récemment et que vous avez aimé. Je vous donne une seconde, vous fermez les yeux. En fait, vous ne vous souviendrez que de très peu de choses de ce roman, à moins que vous ne veniez de le lire. Mais vous ne vous souviendrez vraisemblablement que d'une poignée de pages de ce roman. Lorsque nous lisons un roman pour la deuxième fois, nous nous souvenons de nombreuses pages que nous avions Excusez-moi. Donc, de nombreuses pages que nous avions oubliées auparavant, et nous n'éprouvons peut-être pas le même plaisir que la première fois à relire certains passages. Plus important encore, nous découvrons que si nous n'avions pas pris le temps de relire la majeure partie du texte, nous l'aurions rapidement oublié. Un romancier qui s'interroge sur le sens de son travail peut donc se demander pourquoi il se donne la peine d'écrire des romans.
si tout doit être oublié. Si un texte est destiné à être oublié par la grande majorité de ses lecteurs, pourquoi ces détails, ces recoins sombres et tortueux, ces références voilées, sa composition interne, ses ironies, ses symétries, pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance? Et bien sûr, c'est le problème de toute la littérature et de l'art. J'imagine que les auteurs les plus prolifiques de best-sellers populaires doivent eux aussi se poser cette question. Et peut-être que ma propre réponse, honnête à cette question, permettra d'éclairer un petit peu ce que j'ai appelé le paradoxe, ou peut-être même le dilemme, devrais-je dire, du romancier. Simplifions les choses en séparant ce que j'appellerai la fonction du roman et son effet sur le lecteur en deux composantes. Alors la première, l'une des fonctions du roman est de nommer, conserver, protéger et inscrire dans ses descriptions nos traditions, nos villes, nos pays, les vies que nous menons et les subtilités de notre langue. Tout comme les romans relient notre vie quotidienne et les personnes et les objets qui nous entourent à des fils plus larges d'histoire, de la religion, d'idéologie, d'identité imaginée. Ils sont également capables d'identifier, de conserver nos pensées et projets collectifs pour ces divers fils. Excusez-moi. Je pense que ça va continuer. Peut-être en quelque sorte comme des musées. Nous visitons des musées. Nous admirons divers objets, pièces, nous comprenons ou nous ne comprenons pas quelque chose et nous oublions rapidement la majeure partie de ce que nous avons vu. Pourtant, le fait que le musée existe, que différents objets y soient enfermés dans des cadres, des armoires éclairées par le haut, et y soient conservés, exposés selon telle ou telle logique, qu'il implique des liens entre les objets, et surtout le fait qu'une aura semble se former autour de ces objets simplement parce qu'ils sont exposés dans un musée. Tout cela nous importe. Tous ces détails sont importants pour nous, soit parce qu'ils sont inscrits dans un roman, soit parce qu'ils sont conservés dans un musée. Même si nous ne nous y rendons pas souvent, le simple fait de savoir que le musée continue d'exister joue un rôle important dans notre paysage émotionnel. Et les auteurs de littérature sont particulièrement attentifs à cette qualité muséale du roman et y puisent chaleur et inspiration. La tendance que j'ai remarquée chez beaucoup d'auteurs modernistes est de dresser des listes et des inventaires, de révéler des connaissances encyclopédiques, d'explorer de manière approfondie des sujets étranges et moins connus, de prendre également des tangentes et de raconter une histoire de plus, ou de décrire un détail de plus. Eh bien, cela peut en effet être habitué au fait que la forme romanesque joue en quelque sorte le rôle d'un musée. J'ai écrit des articles sur les romans et les musées, et donc je vais prendre en fait ce chemin. Et en fait, tous ces menus détails rassemblés avec ardeur et minutie sont généralement oubliés par le lecteur. Ou alors, si par exemple on a un panorama de détails, on s'en souviendra de un ou deux. Mais comme un artisan passionné par son métier, le romancier refuse d'abandonner ses détails, ses intrigues secondaires, ses descriptions, non parce qu'il s'attend à ce que le lecteur s'en souvienne, mais parce que j'ai étudié beaucoup d'auteurs modernistes, mais on ne les a peut-être pas tous lus, mais c'est pas seulement pour que tout le monde s'en souvienne, mais parce que ces auteurs sont convaincus, exactement comme l'organisateur d'une exposition dans un musée. Il est convaincu, cet auteur, que tout cela a une place légitime à l'intérieur du texte de son roman.
En d'autres termes, nous écrivons des romans non seulement pour qu'ils soient lus, mais aussi pour mettre des rêves et des objets en mots et les préserver ainsi pour la postérité. Et nous le faisons tout en sachant que parfois, tous ces détails et tous ces passages descriptifs rendront nos livres plus difficiles à lire. Dans ce contexte, le romancier est comme un conservateur de musée. Il conserve pour la postérité les images qu'il a en tête. Ce désir d'épingler et de conserver les détails de la vie quotidienne s'inscrit également dans cette catégorie que Faulkner appelle l'idée. Maintenant, le deuxième groupe. Mais la fonction du roman ne se limite pas aux significations impliquées et aux objets enregistrés et conservés par le texte. Il y a aussi le plaisir de la lecture qu'il procure et les émotions qu'il suscite. Pour y voir plus clair, il nous faut séparer le texte d'un roman des émotions qu'il suscite. Et si j'insiste sur ce point, ce n'est pas parce que chacun apporte ses émotions, souvent différentes, en lisant un roman. Mais si je dis cela, c'est pour nous rappeler à tous que les romans sont puissants, efficaces et mémorables, précisément en raison des émotions qu'ils suscitent. Souvent, nous nous rendons compte que nous nous souvenons encore très bien des émotions ressenties à la lecture de tel ou tel roman. Même après avoir oublié depuis longtemps la plupart des scènes et des passages clés. De même, lorsque nous lisons un roman pour la deuxième fois, ce qui nous impressionne le plus, ce n'est pas le texte lui-même, mais ces émotions que nous avions déjà ressenties la première fois. Nous relisons nos romans préférés parce que nous voulons les retrouver, ces émotions. Nous avons également du mal à terminer un roman qui ne suscite aucune émotion en nous. Donc, que m'apprennent les émotions que je ressens à la lecture d'un livre? L'auteur a beau nous avertir que le texte que nous lisons n'est qu'un roman, et la plupart des romanciers ne se donnent même pas la peine d'être aussi honnêtes que cela, eh bien, malgré cela, le lecteur s'identifie quand même à certains personnages. Il s'agace de certains personnages, se sent éloigné d'eux et note des similitudes entre certains des personnages et des personnes qu'il connaît dans la vie réelle. Mais surtout, le lecteur ne peut s'empêcher de se sentir véritablement investi dans les joies, les peines, les solitudes et les amours des personnages du roman. Le lecteur éprouve ces sentiments sans jamais perdre de vue que le texte qu'il a entre les mains est un roman, une œuvre de fiction. Et il finit par faire l'expérience du monde du roman, comme s'il s'agissait d'un second monde plus coloré, plus significatif que celui dans lequel il vit, et en tout cas, une version plus intelligente et plus compliquée du monde. Cette seconde existence, fondée sur les émotions que le roman nous fait ressentir, finira par apparaître au lecteur comme une véritable expérience de vie, quelque chose qui l'informe et l'éduque, et qui le rend plus ouvert à réévaluer la vie d'autrui et avec plus de tolérance et de compréhension. En donnant au lecteur l'occasion de comparer sa propre vie et ses propres émotions à celles des autres, il semble que le roman nous offre un fragment de la vie en elle-même, un sentiment qui peut à la fois enthousiasmer et fatiguer le lecteur. Le plus grand cadeau du roman au lecteur ne réside pas dans la valeur littéraire, la complexité, la richesse de son texte, mais précisément dans toutes les sensations qu'il suscite. La plupart des gens prennent un livre et le lisent à la recherche de ces diverses émotions, et bientôt, au lieu de se concentrer sur les mots et les paragraphes qui se trouvent sous leurs yeux,
Même s'ils en admirent la subtilité et la profondeur, ils se mettent à suivre ces émotions, pleins de désirs et prêts à se laisser emporter par la puissance de leurs émotions. La tâche de l'écrivain n'est pas seulement de créer un texte qui nous émerveille par son réalisme, sa beauté et sa crédibilité, mais aussi de s'assurer, en concevant chaque nouvelle feuille de l'arbre du roman, qu'il envisage les sensations que ces feuilles pourraient faire naître chez le lecteur et qu'il les organise à la manière d'un compositeur qui organise chaque thème musical l'un après l'autre dans le respect d'un ordre, qui accorde une attention particulière au moment de transition, au moment où les émotions commencent à jaillir ou à changer de couleur, et qui anticipe les réactions émotionnelles de ses lecteurs afin d'ajuster la structure de son texte en conséquence. Si je dis cela, c'est pour souligner le fait que ce qui rend un roman mémorable est donc important pour un lecteur. Eh bien, ce n'est pas nécessairement la capacité à se souvenir du texte. L'expérience émotionnelle de la lecture d'un roman particulier, les sensations qu'il suscite, sont également déterminantes de son statut dans la conscience de la société. Des années plus tard, ce sont les émotions qu'un lecteur retiendra d'un roman et non le texte lui-même. C'est à travers ces émotions que nous sommes capables d'intérioriser les dilemmes, les choix auxquels sont confrontés les protagonistes d'un roman. Ce pouvoir d'identification que possèdent les romans nous transforme également dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, les romans nous changent. Même si nous en avons complètement oublié le texte, les effets du roman auront altéré notre âme. Le roman change qui nous sommes. Lorsque nous lisons un bon roman, notre mémoire se souviendra du texte et notre âme se souviendra des émotions. Permettez-moi de revenir maintenant au paradoxe du romancier. Nous avons dit que ce paradoxe découle de l'impossibilité pour l'auteur d'envisager chaque feuille et chaque branche ainsi que le tronc avant de commencer à écrire. Nous avons également dit que cela est dû aux limites de l'imagination et de la mémoire. Mais à mon avis, la mémoire et l'imagination sont étroitement liées. Il existe une symétrie entre la capacité d'une personne à se souvenir des choses et à imaginer des choses, comme les parties visibles et invisibles d'un arbre, au-dessus du sol, en dessous du sol. Une personne dotée d'une grande capacité de mémoire aura également une grande capacité d'imagination. Ce ne sont pas des observations littéraires, je vous l'accorde, mais je n'ai pas pu m'empêcher de les faire. Maintenant que j'ai évoqué le sujet de la mémoire et de l'imagination, je vais maintenant partager avec vous certaines de mes propres habitudes. Lorsque je suis sur le point de terminer un roman, lorsque j'y mets la dernière main, que je mets les points sur les i, les barres sur les t, je constate généralement que je me souviens du livre dans sa quasi-totalité. Comme beaucoup d'autres écrivains, lorsque mon éditeur me remet un exemplaire de mon nouveau roman, tout juste sorti de presse et avant même qu'il ne soit en librairie, je feuillette rapidement les pages de cet objet sur lequel j'ai travaillé pendant tant d'années. Et je respire l'odeur de l'encre et du papier. Mais je ne le lis pas. Même une petite faute de frappe, passée inaperçue, n'oubliez pas que mes livres sont d'abord publiés en turc, peut suffire à me mettre de mauvaise humeur. Il se peut aussi qu'une nouvelle idée ou une nouvelle impulsion me vienne en tournant les pages et que je sois pris de regret et me dise « Ah, j'aurais aimé écrire ce passage plutôt comme ceci ou comme cela ». Nombreux sont les romanciers littéraires passionnés
qui sont submergés de regrets en parcourant les pages de livres qu'ils ont écrits auparavant. Ah, si seulement ils avaient écrit le chapitre ainsi ou autrement. Ah, si seulement. Les écrivains accumulent également des regrets parce que leur idée de la littérature, de la forme romanesque, ainsi que les centres d'intérêt de leur imagination, changent constamment. L'essor du roman au milieu du XIXe siècle a coïncidé avec la publication en feuilleton de nombreux romans que nous considérons aujourd'hui comme des classiques et ont ainsi touché un public de lecteurs de journaux beaucoup plus large. Plus tard, lorsqu'ils ont rassemblé tous les épisodes de leur roman feuilleton pour les préparer à la publication en volume, des écrivains comme Dickens, Balzac, Tolstoï ont corrigé leurs textes en tenant compte des réactions initiales de leurs lecteurs et de leurs propres regrets d'écrivains. Pour revenir au sujet du roman et de la mémoire, vu de ma propre expérience, lorsque l'un de mes romans sort des presses en Turquie, une fois que je l'ai pris en main, que je l'ai senti, que j'ai feuilleté légèrement les pages, je joue toujours à un petit jeu. Je donne mon roman, fraîchement sorti des presses, à un ami et lui demande d'ouvrir une page, au hasard, et de lire une phrase, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Et dès qu'il a commencé à lire la phrase, je peux immédiatement et sans problème réciter la phrase qui suit. Comme un perroquet, je retrouve la phrase qui suit. Alors ce jeu, cette performance en fait destinée à moi-même et à mes amis, c'est une façon de me prouver à moi-même que je me souviens encore de chacune des feuilles qui composent mon dernier roman. C'est le moment où je me souviens de toutes les feuilles, des 10 000 feuilles qui composent le livre. Le moment où les 10 000 feuilles qui composent le livre sont les plus vivantes dans mon esprit, c'est le moment où mon roman sort de l'imprimerie et pas le moment où j'ai commencé à écrire le roman. Ensuite, les détails du roman commencent progressivement à s'effacer de ma mémoire. Peut-être est-ce pour faire de la place au prochain roman que je veux écrire et aux nouvelles feuilles qu'il produira. Ou peut-être est-ce aussi parce qu'à ce moment-là, j'ai cessé de relire et de corriger mon roman désormais publié. Mais c'est aussi en partie parce que, comme la plupart de mes romans, ce texte me rappelle mes propres regrets, mes souvenirs les plus sombres et les moments les plus douloureux de ma vie. Et je sais que la meilleure chose à faire est d'essayer de l'oublier complètement. Je me souviens à nouveau de mon roman lorsque j'étudie la première mouture de sa traduction en langue anglaise 1 ou 2 ans après sa publication en Turquie. Les traductions anglaises de mes romans sont les seules que je sois capable de réviser, mais lorsque je lis mon livre dans cette autre langue, que je parcours le texte, phrase par phrase, je ne me surprends pas à regretter d'avoir écrit telle ou telle chose différemment. Mon esprit est préoccupé par d'autres choses. Je réfléchis au choix des mots anglais, au ton, à la texture de la traduction. J'essaye avec anxiété de décider si le rythme et la musique de la prose me conviennent, et tout ça pour un gain minime. Lorsque j'ai commencé à me préparer à aborder mes propres romans dans les cours que je donnais à l'université de Columbia et dans les discussions avec mes étudiants lors des séminaires, je me suis rendu compte que je les avais presque complètement oubliés. Et donc j'ai décidé de les relire tous avant le début des cours. En revenant à Neige ou à Mon nom est rouge, que j'ai relu dans leur traduction anglaise pour préparer mes cours, eh bien, quand je le fais ça, j'essaie toujours d'aborder le livre que j'ai entre les mains comme s'il s'agissait de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et plutôt que ce sentiment de regret littéraire dont j'ai parlé, j'éprouve une sorte d'étonnement. Je me dis, regarde tous ces passages que tu avais oubliés, regarde tous ces détails cachés, ces émotions, ces détails, ces différences de nuances, d'accentuation, ces allusions directes ou indirectes.
Regarde toute cette couleur, cette complexité, ces parties qui sont, il est vrai, un peu obscures ou difficiles à comprendre. Autant je suis surpris d'avoir réussi à oublier que j'avais écrit tout cela moi-même, autant je suis étonné par ce vieil Oran de mon passé, cette personne dont l'imagination a conçu toutes ces significations périphériques, toutes ces idiosyncrasies de mon texte, ces recoins sombres et troubles. J'ai été capable de créer, d'imaginer tout cela. Mais je l'avais oublié. Et maintenant, je suis une personne complètement différente, comme je le serai demain. Et je reviendrai sur ce sentiment de perplexité, sur cette question de personnalité, sur l'étonnement de l'écrivain face à son propre travail. Personne n'a une personnalité qui reste exactement la même au fil du temps. C'est pourquoi la structure, la texture et l'atmosphère de nos romans changent constamment et devraient toujours changer. C'est aussi la raison pour laquelle je tiens particulièrement à ce que chacun de mes livres soit différent de ceux qui l'ont précédé. Ce qui complique les choses et rend problématique le fait de travailler sur un roman que l'on est en train d'écrire, c'est le fait que notre personnalité et notre âme même sont en train de changer à ce moment-là. Et je suis tout à fait conscient que je ne suis pas le seul à faire l'expérience de ce domaine. Et peut-être le seul auteur qui n'ait jamais connu cette difficulté est Dostoïevski. Jamais aucun écrivain n'a été aussi créatif que lui pour développer de nouvelles idées afin de contrebalancer celles qu'il explorait dans son dernier roman. Dans les livres de Dostoïevski, chaque idée et le personnage qui la représente sont toujours confrontés à un autre personnage ou accompagnés d'un autre personnage qui incarne un point de vue diamétralement opposé. En outre, Dostoïevski est également capable de faire en sorte que n'importe lequel de ces personnages exprime férocement une idée puissante et totalement convaincante, justement pour ensuite avoir l'idée opposée exprimée par exactement le même personnage avec la même sincérité et la même force de persuasion. Et les romans de Dostoïevski nous montrent que le secret et la mesure de la profondeur d'un roman réside dans la capacité du texte à exprimer à la fois un ensemble particulier d'idées et leurs exacts contraires. En résumé, pour pouvoir visualiser ou rappeler à notre mémoire un roman et toutes ses feuilles, il faut attendre que le roman soit terminé et prêt à être publié. Identifier et imaginer cette première graine ou quelques-unes de ces feuilles ne suffira pas. L'idée de Faulkner en elle-même ne suffit pas à nous faire imaginer toutes les feuilles qui restent à imaginer et à écrire et dont les couleurs n'ont pas encore été décidées. Je sais que la meilleure chose à faire, enfin pour moi, avant de commencer à écrire un roman, est de passer le plus de temps possible à visualiser autant de feuilles et de branches que possible, ainsi que le tronc, et de noter toutes mes pensées dans un carnet au fur et à mesure qu'elles me viennent. N'oubliez pas non plus que même les plus grands écrivains ont des tiroirs remplis de romans dont les premières feuilles ont des tiroirs remplis de romans dont les premières feuilles ont été magnifiquement décrites et rêvées dans toute leur gloire colorée, mais qui restent néanmoins inachevées. Les décembristes de Tolstoï, dont il n'a écrit que les 3 premiers chapitres, est l'un des exemples les plus fascinants d'un tel roman resté inachevé, parce qu'après avoir écrit les quelques premières feuilles merveilleuses, l'idée du grand écrivain n'a cessé d'évoluer. Au cours de sa très longue existence, Tolstoï a tenté à 3 reprises d'écrire ce roman, Les Décembristes. Mais à chaque fois, il n'a pas réussi à terminer le roman.
Dans une lettre qu'il a adressée à Herzen en 1861, dans laquelle il parlait principalement d'un numéro de la revue The Polar Star publié par Herzen en exil en Angleterre, Tolstoï parle également de son roman inachevé. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai trouvé intéressantes toutes les informations sur les décembristes dans le Polar Star. Là, c'est un petit peu de flatterie pour Herzen. Puis, Tolstoï continue. Il y a environ 4 mois, j'ai commencé un roman dont le héros sera un décembriste qui revient d'exil. Je voulais en parler avec vous. Ils étaient tous les deux à Londres à cette époque-là, tous les deux ensemble. Mais je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. Tolstoï était un peu timide. Mon décembriste sera un enthousiaste, un mystique, un chrétien, qui rentre en Russie en 1856 avec son épouse, son fils et sa fille, et qui applique ses vues strictes et quelque peu idéalisées à la Nouvelle-Russie, la Russie d'après la guerre de Crimée, dans laquelle le servage était sur le point de s'achever. Je vous serai gré de me dire ce que vous pensez de la pertinence et de l'opportunité d'un tel sujet. Là encore flatterie, il demande un conseil. Tourguenieff, à qui j'ai lu le début, a beaucoup aimé les premiers chapitres. Là, Tolstoï est un petit peu fier dans ce qu'il écrit à Herzen. Permettez-moi d'interrompre cette réflexion pendant un moment pour partager avec vous le conseil d'un artisan sur la manière d'écrire un roman. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant qu'aspirant romancier, c'est de lire les biographies, les autobiographies, la correspondance de vos romanciers préférés. Les essais savants qui examinent de près, chapitre par chapitre, les innombrables changements et indécisions que l'on retrouve dans l'écriture de nombreux grands romans sont également pleins d'enseignements pour le jeune romancier. Oui, Tourguenieff avait raison. En effet, les 3 premiers chapitres des Décembristes contiennent tous les éléments de l'intrigue, la texture, la profondeur d'un roman de Tolstoï magistralement écrit. Tout comme dans Guerre et paix, Tolstoï commence par de grands événements historiques et un portrait général d'une nation pour ensuite plonger à une vitesse vertigineuse dans la vie du quotidien, avec toutes ses couleurs, avec sa vivacité, avec sa vitalité, la vie quotidienne d'une famille qui rentre de l'exil. Encore une fois, Tolstoï, c'est le maître qui nous permet de passer de l'idée générale au détail. Le lecteur remarque immédiatement le talent miraculeux de l'auteur, la facilité avec laquelle il réunit ces 2 thèmes fondamentaux, à savoir l'histoire et le bonheur familial. En lisant le protagoniste en lisant Le Décembriste, on voit le protagoniste qui revient d'un exil de 30 ans et qui s'installe dans un hôtel moscovite tenu par un Français. Et là, on se rend compte que Tolstoï était en mesure là, de créer une œuvre absolument magistrale, quel que soit le sujet historique qu'il décidait d'aborder. Tout comme Nabokov l'a noté, dans les romans de Tolstoï, ce qui frappe, c'est la manière absolument unique de ce romancier d'utiliser la notion du temps. Ce style qui caractérise le récit qui est lent, mais qui est lumineux et animé dans sa progression et qui nous permet de ressentir le rythme de l'intrigue. Certains lecteurs pourraient même souhaiter, tout comme moi, que les romans de Tolstoï ne se terminent jamais. Pourtant, après avoir écrit ces 3 premiers chapitres, Tolstoï a abandonné son projet. Pourquoi ? Eh bien, la raison en est que finalement, il a décidé que la campagne russe de Napoléon et que la résistance du peuple russe à l'avancée des troupes napoléoniennes était un sujet plus vaste et qui lui plaisait mieux que l'histoire du décembriste. Et après avoir effectué des recherches sur le sujet, il a commencé à écrire Guerre et paix seulement 2 ans plus tard. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre sujet qui m'a été rappelé par cette lettre à Herzen
que Tolstoï a écrite et envoyée depuis Bruxelles en mars 1861. À un moment, Tolstoï tente de répondre à une accusation, à une charge portée contre lui par Herzen dans une missive précédente. Je cite Tolstoï. Il est un peu vexé. « Vous me dites que je ne connais pas du tout la Russie, écrit Tolstoï. Mais je connais ma propre Russie. Je connais les gens de la Russie et je les observe à travers mon propre prisme. » Ah, la tendance du romancier à regarder les événements de son propre point de vue, à peindre sa propre image subjective et à créer ses propres feuilles. C'est toujours ce qui a suscité des critiques de la part de ceux qui considèrent les romans du point de vue de l'idée, donc des politiciens, des journalistes, qui se concentrent sur les tout derniers développements politiques. Cette question est une sous-catégorie de ce que j'ai appelé le paradoxe du romancier. D'habitude, plus un romancier se comporte comme un artiste, plus il est critiqué pour sa représentation erronée, fausse, maladroite de l'image générale, de l'idée, de l'idéologie. Et pourtant, c'est précisément parce que son approche est personnelle, c'est précisément parce qu'il se présente en artiste que ses ignées deviennent importantes. Parce qu'il réussit, on lui pose des questions politiques, mais parce qu'il donne des réponses artistiques, on le critique. Et c'est là le dilemme de l'artiste et de l'écrivain dans la sphère publique. Tolstoï tentera à 2 reprises d'écrire les décembristes. En 1878, après avoir terminé et publié Anna Karénine, et une autre fois en 1904. Et à chaque fois, l'ampleur du sujet le fait hésiter. Et ce sentiment est exacerbé par le fait qu'il n'a jamais réussi à trouver tous les documents dont il avait besoin dans les archives de l'État ou dans les anciens dossiers de la justice. Parce qu'il avait besoin de ces dossiers de la justice et des archives pour écrire son roman. Il est très fréquent que des auteurs écrivent les premiers feuillets d'un livre ou un peu plus pour ensuite faire évoluer leur idée parce qu'ils rencontrent des problèmes de disponibilité des sources, des problèmes liés au sujet et à la structure de leur œuvre. De nombreux écrivains changent également d'avis sur le roman qu'ils sont en train d'écrire, tout simplement parce que leur état d'esprit, leur personnalité, les vues qu'ils ont sur la vie, tout cela a évolué entre-temps. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'ils abandonnent leur roman à chaque fois comme Tolstoï l'a fait avec les décembristes. Souvent, un roman évolue en même temps que l'idée. Je vais vous donner un exemple tiré de l'un de mes propres romans. En 2014, j'ai publié Cette chose étrange en moi. Il m'a fallu 5 ans pour écrire ce roman. C'est un roman qui raconte l'histoire de personnes qui migrent de la péninsule anatolienne orientale pour venir vivre dans les bidonvilles totalement illégaux d'Istanbul qu'on appelle le Gcedekondu. Ils y viennent pour trouver du travail et pour survivre. Toute l'histoire est racontée à travers l'expérience d'un vendeur ambulant de yogourt et de boissons fermentées à base de blé qu'on appelle le boza. Ce roman est une saga qui décrit la transformation d'Istanbul entre 1960 et 2010, mais vue du point de vue de nombreux différents personnages, tous pauvres, tous issus de la classe ouvrière. Bien que ce roman polyphonique comporte quelques innovations structurelles et techniques et qu'il y ait de nombreux narrateurs et personnages, la volonté de dresser un vaste portrait de la société turque et istambouliote l'emporte sur les intrigues et sur tous les protagonistes. Pourtant, les premières feuilles de ce roman étaient totalement différentes. Pourquoi ? Eh bien parce que les premières images, la première idée pour mon roman étaient toutes deux différentes. Le vendeur de yaourt et de boza était bien présent dans les 2 versions, mais c'est à peu près tout. Et pour expliquer la manière dont cet élément que Faulkner appelait l'idée évoluait sans cesse au fur et à mesure que j'écrivais,
il faut que je vous parle d'une période un petit peu particulière dans ma vie. En 2004, j'ai été interviewé par un journaliste suisse et à cette occasion, j'ai évoqué en passant le massacre des Arméniens dans l'Empire ottoman. Et j'ai déploré le fait qu'il soit impossible de débattre de cette question en Turquie et que ce soit devenu un sujet tabou. Une fois l'interview publiée en Suisse au début de 2005, ce court commentaire sur le génocide arménien a été repris dans tous les journaux turcs, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient démocratiques ou fascistes, et tous ont exagéré, déformé mes propos, ce qui a déclenché une campagne de haine à mon encontre. La société turque moderne, dont une grande partie n'était pas au courant du massacre des Arméniens, ce que les générations précédentes appelaient le, entre guillemets, déplacement des Arméniens, et qui, sentant que quelque chose de grave était en train de se produire, eux non plus n'étaient pas intéressés à comprendre ce qui s'était passé par le passé. Et ils ont nourri beaucoup de colère et de haine à mon égard. Et du coup, j'ai reçu des menaces de mort. Les gens m'arrêtaient dans la rue, me disaient d'aller à l'école, d'apprendre l'histoire. Les gens ne voulaient pas que je sois dans le pays. Ils m'arrêtaient dans la rue pour m'insulter. Et donc, il a fallu que je trouve refuge à l'université de Columbia où j'avais quelques relations. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à rêver du jour où je pourrais retourner en Turquie et retrouver ma vie d'avant. Si je faisais ce que tous mes amis me disaient de faire, si je faisais preuve de patience, si je me taisais, si je contenais ma colère sur les questions politiques, si je ne disais rien pendant un certain temps, alors peut-être que je pourrais retourner en Turquie un jour et retrouver mon ancienne vie heureuse. Mais ce jour ne semblait jamais venir. La raison, c'est sans doute que je n'ai jamais réussi à me taire complètement et que je n'ai cessé d'être poursuivi en Turquie sous prétexte que j'avais tenu des propos diffamatoires et que de plus en plus de mes livres étaient publiés dans différentes langues et que je recevais des prix et que je devenais de plus en plus célèbre. Influencé par ces expériences et avec à l'esprit le fantasme d'un retour à mon ancienne vie, j'ai eu l'idée totalement kafkaïenne d'un court roman allégorique. Ça a été ma façon de réagir à tout ce qui se produisait dans ma vie. Le protagoniste que j'ai choisi était un vendeur de boza, optimiste, travailleur, satisfait de son sort. Sa boza avait une consistance tout à fait particulière, très appréciée par de nombreux clients, et il menait une existence très heureuse avec sa femme et sa fille. Bref, comme moi, quoi. Vous avez compris. Mais un jour, et pour une raison totalement inconnue, et dont le mystère allait précisément donner au roman sa saveur kafkaïenne, voilà que les chiens errants qu'il rencontrait dans les quartiers qu'il traversait tous les jours, tout à coup, ces chiens commencent à lui aboyer dessus, lui montrent les dents, le menacent et commencent à l'attaquer. Les chiens qui commencent à attaquer notre pauvre vendeur de boza. Les chiens qui vivaient dans les autres quartiers commencent à l'attaquer eux aussi, animés d'une rage inexpliquée. Là donc, c'est ma réaction et c'est mon roman kafkaïen. Donc, tout ça, ça se déroule dans les 50 premières pages de mon livre. C'était des scènes à moitié fantastiques, à moitié terrifiantes, qui étaient très amusantes à écrire. Et finalement, notre infortuné protagoniste, épuisé par l'hostilité des chiens, arrête de travailler comme vendeur ambulant et commence, comme moi, à attendre le jour où il pourrait retourner à son ancienne vie. Si seulement il pouvait trouver un leader religieux qui sache quelles sont les prières qu'il faut dire, qui connaissent un peu la rage mystérieuse de ces chiens, qui connaissent la peur, qui puissent lui donner une bénédiction, qui puissent prier pour lui. Alors peut-être que les chiens cesseraient de l'attaquer. Et s'ils n'attaquaient
aucun des autres vendeurs de Boza. Pourquoi est-ce que c'était lui que les chiens attaquaient? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter cela? Peut-être que quelqu'un lui avait jeté un sort. Il fallait donc qu'il trouve moyen de briser cette malédiction. Notre vendeur de Boza essayait de nombreuses façons de se sortir de cette situation dans laquelle il se retrouvait pour retrouver sa vie d'avant, en demandant de l'aide à diverses personnalités et à différents chefs religieux locaux et à des chefs de quartier. C'était là l'idée de départ de mon roman « Cette chose étrange en moi ». Et en fait, c'était peut-être très différent de ce que vous aviez compris quand vous l'avez lu. J'avais écrit avec enthousiasme la scène où mon vendeur de Boza se promenait joyeusement et vendait avec succès ses marchandises à Boza. C'est une ou deux scènes où il se faisait attaquer par des chiens errants. Pendant ce temps-là, j'écrivais ou j'essayais d'écrire de nouvelles scènes, de nouvelles feuilles, et la plupart du temps, c'était très difficile. Il était difficile d'être crédible en écrivant un récit détaillé et un roman kafkaïen sur un vendeur de Boza systématiquement menacé, attaqué par des chiens errants. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur le vendeur de Boza, que j'avais appelé Mevlut. Alors, dans quel quartier habitait mon protagoniste? Et quel genre d'endroit était Tarlabassi? Qui était sa femme? Comment s'était-il rencontré? Que faisait-il pendant les heures de la journée où il ne vendait pas de Boza? Et au fur et à mesure que j'écrivais le roman, que je n'étais pas satisfait de ce que j'écrivais, je réfléchissais à tout cela. Dans le même temps, les pressions que j'avais subies ont commencé à s'atténuer quelque peu. Et tout en restant discret, je suis retourné vivre à Istanbul. Afin de tout apprendre et de tout comprendre sur ce type de commerce, j'ai commencé à discuter avec quelques vendeurs de Boza qui sillonnaient encore les rues de mon quartier la nuit et à leur poser des questions. Chaque soir, lorsque le vendeur de rue passait devant ma maison en criant « Boza », j'ouvrais ma fenêtre, je lui disais de monter chez moi comme dans mon roman, et tandis qu'il me mesurait un demi-kilo de Boza, je l'invitais à entrer pour discuter. Et j'ai fini par trouver le courage de lui dire que j'étais en train d'écrire quelque chose, et j'ai sorti mon dictaphone. Et comme j'en ai souvent fait l'expérience, lorsque les personnes à qui je tends mon micro sont convaincues que leur vie pourrait faire l'objet d'un essai ou d'une interview dans un journal, ces personnes deviennent très bavardes. Un article a été publié dans le journal Sabah à propos d'un collègue, m'a dit un vendeur de Boza. Il y a une question que je pose à tous les vendeurs de Boza. Comment avez-vous rencontré votre femme? Et il me répond, eh bien monsieur, nous nous sommes enfuis. Avec ses mots et sa fierté, il ne disait pas simplement que son mariage n'était pas arrangé, mais il me disait que sa femme et lui avaient fait les choses différemment de ce que sa famille, ses aînés et l'ensemble de la société attendaient d'eux. Et cette histoire a fini par jouer un rôle central dans mon roman. Je me suis rendu dans les villages autour de Béchir, d'où viennent tous les vendeurs de Boza et de yaourts qui émigrent à Istanbul, et j'ai cherché des vendeurs de yaourts à la retraite pour les interviewer. Chaque nouveau détail que je découvrais, je l'intégrais immédiatement à mon intrigue. À ce stade, tout cela me semblait intéressant, merveilleux. Finalement, les histoires que j'ai entendues lors de mes entretiens avec ces vendeurs de Boza dans les premiers bidonvilles d'Istanbul, les épreuves auxquelles les vendeurs à la sauvette doivent faire face, les choses inimaginables que ces migrants pauvres doivent subir pour survivre dans la vie, dans cette ville, dans la vie difficile des vendeurs de rue qui s'efforcent de rester en vie et de subvenir aux besoins de leur famille. Tout cela commençait à me sembler beaucoup plus important que mes propres peurs et mes maux de tête politiques. Malgré mes angoisses sur la situation politique, les menaces de mort et le flot incessant de haine à mon égard, ma vie était bien plus confortable que la leur. Ou alors peut-être m'étais-je habitué à mes problèmes politiques et aux menaces de mort. J'avais maintenant des gardes du corps à Istanbul. Et à chaque fois que je m'aventurais dans ces quartiers éloignés de la ville pour faire des recherches sur mon roman, mes gardes du corps m'accompagnaient.
En continuant à parler aux vendeurs de rue d'Istanbul, je me suis rendu compte que tout un monde s'ouvrait devant moi. L'histoire du vendeur de yaourt qui avait peur des chiens errants ferait peut-être encore partie de mon roman, mais dans mon esprit, l'importance de cette première idée, de ces premières photos, s'estompait peu à peu pour laisser place à un portrait panoramique d'Istanbul. Donc rapidement, j'ai commencé à revenir à un roman social et j'ai commencé à interviewer des personnes exerçant de nombreuses autres professions, des restaurateurs, des organisateurs de mariage, des gérants de café, des inspecteurs de compteurs électriques. J'ai adoré parler à tous ces gens-là et apprendre à mieux les connaître. Lorsque je me suis rendu compte que je ne pourrais pas mener à bien tout ce travail seul, j'ai demandé à des étudiants de l'université de Bogazi de mener des entretiens pour moi. Lorsque j'ai terminé et publié mon roman, il s'était transformé en une épopée de 500 pages. Et l'histoire de cet homme qui avait peur de ses chiens errants, de Mevlut, n'était plus que l'une des centaines d'études contenues dans le texte. Et j'étais arrivé à écrire toute une épopée. Donc en conclusion, si vous souhaitez écrire un roman lyrique, kafkaïen qui fasse appel à la fantaisie et à l'imagination, je vous conseille de ne pas trop vous documenter. N'essayez pas de découvrir ce qui se passerait dans la vie réelle, ce qui se passerait si la famille d'un cafard se mettait à lui lancer les pommes. Mon deuxième conseil découle d'un enseignement que l'on peut tirer du roman inachevé de Tolstoï, Les Décembristes. Lorsque vous abandonnez un roman que vous avez commencé, après en avoir écrit la première douzaine ou centaine de feuilles, il y a de fortes chances que lorsque vous reviendrez, après un grand moment, pour essayer de le finir, ou même pour le réécrire complètement, à partir de zéro, vous n'y arriverez toujours pas. En effet, les raisons qui vous ont poussé à l'abandonner en premier lieu n'auront fait que se renforcer avec le temps. Je suis fasciné par l'histoire des romans inachevés. Peut-être parce que j'ai le sentiment que ces œuvres sont inachevées. D'ailleurs, il y en a de nombreux exemples. J'ai le sentiment qu'elles peuvent nous apprendre comment et pourquoi d'autres romans sont achevés avec autant de succès. Les romans que Flaubert a abandonnés à mi-chemin ou qu'il n'a jamais commencé sont les plus fascinants. Ils sont nombreux, mais celui qui m'intéresse le plus est un roman qui devait se dérouler dans un pays musulman d'Orient. Plus tard, il avait décidé que ce serait l'Égypte. J'ai parlé de ce projet de Flaubert dans mon mémoire intitulé Istanbul. Dans une lettre de 1853, alors qu'il travaillait encore sur Madame Bovary, il écrivait qu'il se tournerait vers cette histoire orientale dans 18 mois, disait-il. Et dans une autre lettre, écrite en 1868, nous lisons que lui, Flaubert, pense toujours, rêve toujours à ce roman, et qu'il prend des notes, et qu'il mentionne également un titre, Harel Bey. Donc Flaubert parlait de ce roman qu'il appelait Harel Bey, mais on ne sait pas s'il l'a ne serait-ce que commencé. Et dans une lettre de 1877 à un ami, il résume brièvement ce roman Est-Ouest qu'il a perdu tout espoir d'écrire un jour. Et maintenant, je vais le citer. Un grand livre sur ce sujet est l'un de mes plus vieux rêves. Je voudrais écrire sur un homme civilisé qui devient barbare et un barbare qui devient civilisé. Pour développer ce contraste entre deux mondes qui finissent par se mêler l'un à l'autre. Eh bien, parfois, j'ai l'impression que le résumé que fait Flaubert de ce roman dont il rêvait n'est pas seulement un excellent synopsis de mon propre roman, le Château Blanc, mais qu'il pourrait également exprimer l'esprit de chacun de mes romans. Bien sûr, je n'utiliserai jamais certains des termes inappropriés qu'il a utilisés. Barbare, a-t-il dit. Bon, naturellement, je n'utiliserai pas ces termes, mais je me suis souvent demandé quel genre de livre aurait vu le jour si Flaubert avait écrit Harel Bey. Pour qu'un autre romancier puisse l'imaginer, il aurait fallu qu'il puisse s'identifier à Flaubert lui-même
comme il s'identifie au personnage de ses propres romans. La semaine prochaine, je vais essayer de m'identifier à Virginia Woolf et je parlerai de la façon de développer, de créer des personnages, d'élaborer une intrigue. Et bien maintenant, je vais répondre à vos questions avec l'aide de William Marks.